Vous pensez qu'il dira toutes les vérités? Ben, non, ça, non. Parce qu'on sait bien, il va mentir. Ouais, pour se défendre. Ça, c'est évident. Et en plus, on a des questions qu'on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que le fait que pourquoi on se marie, on se divorce. Si ça ne va pas, on se divorce. Mais on ne peut pas continuer à faire du violence aux femmes. Une femme, elle n'est pas capable de se défendre tout seule. Elle La était justice ça. que je fait. Et en plus aussi, c'est pour protéger aux autres femmes. Parce qu'une femme, il n'a pas de la force pour se défendre, ni des armes pour se défendre. Pourquoi cette violence, en fait? 83 coups de couteau. Et oui, autant de blessures sur un tout petit corps, c'est donc bien possible. Décrit comme jovial et respecté par certains, possessif et manipulateur par d'autres, mais le mot qui revient le plus, c'est peut-être simplement celui de grand sadique. L'homme derrière cette image a fait un acte monstrueux qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi. La barbarie indescriptible dont il a été l'auteur a traumatisé bien au-delà des frontières. Et c'est quoi cette justice? Réduire la peine de cette personne pour des motifs aussi bancals? Sérieusement, on marche sur la tête. Comment peut-on justifier une telle décision face à une violence aussi extrême? Bref, comme vous pouvez le voir, cette histoire va sûrement vous énerver ou vous traumatiser, je ne sais pas. Mais si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous êtes sûrement un public averti. Enchanté, moi c'est Moulay Aliou. Attention, je ne parle pas de ce jeune homme qui s'affiche maintenant sur l'écran. C'est juste une illustration. Je parle de... Oui, lui, voilà. Ah, le beau gosse. N'hésitez pas à venir lui parler sur Instagram. Like la vidéo maintenant, sinon tu risques de l'oublier. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu sais, en cliquant sur le petit bouton rouge, c'est gratuit et ça fait plaisir. Sans plus attendre, on est parti. Notre récit prend racine à Pékin, là où beaucoup d'histoires commencent, et finit souvent très mal. Souvent au cœur de nos affaires, cette banlieue dakaroise est aujourd'hui simplement que le point de départ. C'est ici, entre les ruelles animées, qu'a grandi une jeune femme dont le destin allait cruellement finir à des milliers de kilomètres de là. Elle s'appelle Maguette Mang Njai et son histoire est l'une des plus glaçantes que vous entendrez cette année. Maguette grandit dans un quartier populaire où tout le monde se connaît. Sa maison, portant le numéro 40, est une maison familiale qui vibre au rythme d'une grande famille. Leur habitat est situé à quelques mètres seulement de la mosquée du quartier, un lieu de prière qui a une place centrale dans leur quotidien. Cette mosquée serait fondée par Ndiaye Lambaye, le chef de la famille de Maguette. Il serait à l'origine de sa construction et aurait également joué un rôle majeur dans son développement. Pour les habitants du quartier, ce lieu est un point de repère sacré. Son architecture, ses murs chargés d'histoire et l'influence qu'elle dégage font d'elle un pilier de la vie spirituelle du quartier. Maguette est décrite comme étant la lumière du quartier, joyeuse, profondément pieuse. Elle était de celles qui passaient rarement inaperçues, sans pour autant chercher à se faire remarquer. À peine sortie de l'adolescence, elle inspire déjà confiance, puisqu'à seulement 20 ans, elle est à la tête de 2 daïras, des associations religieuses, une responsabilité rare à cet âge. Maguette voue un amour sincère au Khassaïd du grand Cheikh Ahmadou Bamba, maîtrisant une bonne partie de ses poèmes. Discrète mais impliquée, elle dégage un vrai charisme naturel. Les voisins s'en souviennent encore avec émotion. C'était une jeune femme souriante. Elle était posée et très modeste, mais très déterminée. On sentait qu'elle irait loin dans la vie. C'est là qu'un certain Barandjaï va entrer dans sa vie, un trentenaire. Par le biais d'un membre de la famille, son propre frère, Serine Ndiaye, va faire le lien entre les deux jeunes. Barandjaï est un immigré installé en Espagne et il est à la recherche d'une épouse. Mais attention, pas n'importe laquelle. Bara est à la recherche d'une femme pieuse, discrète, bien éduquée et issue d'une bonne famille. Dans de nombreux foyers, surtout ceux attachés aux traditions, le mariage n'est pas toujours le fruit d'une longue histoire d'amour, mais souvent le résultat d'une recommandation ou d'une confiance entre deux maisons respectées. Et dans ce quartier où tout le monde se connaît, le nom d'Indiaï résonne naturellement. Ils ont une réputation solide et on ne dit que du bien d'eux. Maguette est appréciée pour sa pudeur, sa foi et son sourire contagieux. Elle semble cocher pas mal de cases. Pour beaucoup à ce moment-là, c'est une belle perspective pour Maguette. Épouser un homme stable, qui place en plus la religion au centre de leur relation, ne peut être que bénéfique pour elle. Et elle n'est pas tombée sur n'importe qui. Barndiaï a tout pour plaire. Un homme installé en Espagne depuis longtemps,
il a réussi à se faire une place solide. Bara est sociable, Bara est souriant et Bara est toujours présentable. Les gens disent de lui qu'il est un excellent orateur, capable de parler pendant de très longues minutes sans jamais perdre l'attention de son auditoire. Bara est très drôle. Il sait comment faire rire, il a aucun souci pour détendre l'atmosphère, comme s'il avait toujours la bonne anecdote au bon moment. Un vrai caméléon social, capable de s'adapter à tous les cercles, des plus religieux aux plus décontractés. Après avoir été introduit chez Maguette pour faire les présentations, leur union fut rapidement facilitée par Serine, le frère de la jeune femme. À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Le mariage est organisé quelques jours seulement après cette première rencontre. Maguette quitte la maison familiale pour s'installer chez Bara, dans la commune voisine de Guédiawaye, là où vivent déjà les parents de l'immigré. À son arrivée, un accueil chaleureux lui est réservé. Elle est bien plus qu'une belle-fille, elle devient une bénédiction pour toute la famille. Avec sa douceur, son calme, son éducation, elle fait l'unanimité et devient rapidement le cœur battant de ce nouveau foyer. Les voisins parlent d'une entente parfaite, d'un couple uni et qui apporte la lumière partout où elle passe. 1 an après leur union, le foyer est illuminé par l'arrivée d'un bébé et ce sera une fille. Un événement qui vient renforcer des liens déjà solides. La naissance est célébrée dans la joie, l'image du couple parfait semble alors plus vraie que jamais. Bara est toujours aussi jovial et Maguette est restée la même. Après plusieurs allers-retours entre l'Espagne et le Sénégal, le mari décide qu'il est temps de franchir un cap, celui du regroupement familial. Sa femme et sa fille doivent désormais le rejoindre en Europe. Pour Maguette, l'arrivée en Espagne marque un tournant dans sa vie. Un nouveau pays, une nouvelle culture, un climat bien différent, mais surtout une toute autre vie. Elle découvre les rues de Bilbao, une ville du nord de l'Espagne nichée entre les montagnes et la mer. Bien loin de l'agitation chaleureuse de Pikine ou de Guédiawaye, Maguette, étant très intelligente, s'adapte vite à son nouvel environnement. Elle ne reste pas les bras croisés. Dès qu'elle obtient ses papiers avec l'aide de Bara, elle se lance dans une formation en secrétariat, un domaine qu'elle choisit avec soin parce qu'il peut lui ouvrir des portes. Et comme à son habitude, Maguette se donne à fond. Elle obtient son diplôme haut la main et progresse rapidement en espagnol. La jeune immigrée manie désormais la langue avec aisance et se fond dans le paysage espagnol. Elle décroche par la suite un bon poste, stable, fruit de sa détermination. Peu à peu, sa vie prend une autre dimension. Loin d'être une simple épouse d'immigrés en quête de repères, Maguette devient une femme active, indépendante et reconnue dans son environnement professionnel. Son intégration est une réussite exemplaire. Et très vite, cela se ressent dans ses revenus. Ses fiches de paye grossissent, pendant que celles de Bara stagnent. Lui aussi travaille, et il est loin d'être dans le besoin, mais la différence devient palpable. Car malgré ses efforts, Bara est désormais bien loin du niveau atteint par son épouse. Des proches racontent qu'à ce moment-là, cette réussite commençait déjà à le déranger. En 2017, soit 4 années après leur installation en Espagne, le couple accueille leur deuxième enfant et c'est une deuxième fille. Un bébé en plus, des rires d'enfants dans le salon, une maison qui respire la vie. Mais en coulisses, tout n'est plus aussi beau qu'il n'y paraît. Bara change, et pas pour le mieux. Ses sautes d'humeur deviennent imprévisibles. Il peut passer d'un homme calme à un être glacial ou colérique en un claquement de doigts. Un mot mal placé, une remarque anodine, et le ton monte sans prévenir. Maguette le sait, elle marche sur des œufs, le moindre geste, la moindre parole peut déclencher une dispute. Et ce n'est pas faute d'essayer de comprendre. C'est peut-être dû à son sentiment d'être dépassé par une épouse déjà plus stable ou plus intégrée. Est-ce que la naissance de leur deuxième enfant a fragilisé la dynamique de leur couple? Une chose est sûre, ce n'est plus le même homme qu'elle a connu à Pikine. La jeune immigrée se dit que ce n'est qu'une mauvaise passe. Après tout, tous les couples traversent des orages. Les disputes et les tensions, ça fait partie de la vie à deux. Alors Maguette patiente et elle se dit que ça ira mieux, que l'amour finira sûrement par reprendre le dessus. Avec le temps, les choses rentreront sûrement dans l'ordre. Alors, pas du tout. CNews, un média local sénégalais, révèle qu'en juillet 2017, une violente dispute éclate dans le foyer. Cette fois, Bara Ndiaye perd complètement le contrôle.
il devient bien plus violent que d'habitude. Maguette, prise de panique, n'arrive pas à le calmer. Elle ouvre précipitamment la porte de leur appartement et s'enfuit dans la rue, toujours poursuivie par son mari. La scène est choquante. Elle trébuche et chute lourdement sur le trottoir sous les yeux de quelques témoins. Heureusement, les secours interviennent rapidement. Les services sociaux espagnols prennent aussitôt le relais. Très vite, ils comprennent que Maguette ne s'est pas blessée par accident. Tout indique qu'elle est victime de violences conjugales. Convaincus de la gravité de la situation, ils prennent des mesures de protection. Pendant sa convalescence, elle est hébergée dans un logement pris en charge par les autorités, loin de son agresseur. Les travailleurs sociaux, vigilants, veillent à ce qu'elle ne retourne pas dans un environnement à risque. Mais quelques semaines plus tard, contre toute attente, l'histoire prend un autre tournant. Baranjay, incapable de supporter la séparation, il sombre dans une détresse apparente. Il menace de mettre fin à ses jours, affirmant qu'il ne peut pas vivre sans sa femme ni ses enfants. Il multiplie les appels et les excuses. Maguette finit par céder et le couple se remet ensemble. Cet épisode, qui devait normalement apaiser les tensions, ne change absolument rien. Au contraire, il semble marquer le début d'une descente encore plus brutale. D'après plusieurs sources, Maguette aurait vécu un véritable enfer domestique bien après cet épisode. Elle continue d'évoluer dans un climat de tension permanent où la jalousie et la domination règnent en maître. Des mois plus tard, on est en décembre 2017, Maguette en a marre et cette fois, elle décide de réagir. Elle se rend au commissariat de Bilbao, elle dépose plainte contre Barra et demande une ordonnance de protection. Mais le lendemain, le tribunal rejette sa demande. Barra sera quand même jugé pour menace continue contre Maguette plusieurs jours plus tard, mais il sera acquitté. Cela dit, la justice retire quand même la garde des enfants et lui interdit de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile. Serine Jai, le frère de Maguette qu'il avait présenté à Barra, se souvient de la fois où le couple avait décidé de se rendre à Touba. Comme pour beaucoup d'expatriés, c'est le moment idéal pour venir au Sénégal et célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. C'est une occasion de partage qui est censée renforcer les liens familiaux. Mais même dans ce contexte, une grosse dispute éclate et cette fois, c'est à cause d'un simple désaccord. Le choix de la maison où il allait s'installer à Touba, un conflit banal mais qui montre l'ambiance entre eux qui est déjà très tendue. Je les ai invités à Sali dans un endroit beaucoup plus calme, juste pour essayer de les réconcilier. Mais on sentait même après leur réconciliation que les blessures étaient restées ouvertes. Le mal était déjà fait. En août 2018, la tension atteint son paroxysme. Une énième dispute éclate. Le frère de Maguette, un certain Cheikh Ndiaye, raconte. C'est à cette date-là que les pires problèmes ont commencé. Mais Maguette, compte tenu de son caractère et de son éducation, elle est restée stoïque. Elle n'a pas senti la menace, ignorant que Barra avait dessiné un plan machiavélique, celui de se débarrasser d'elle. Le 24 septembre 2018, le quartier de Olerias, à Bilbao, caractérisé par ses rues étroites, ses escaliers et son architecture traditionnelle, se réveille doucement au rythme des oiseaux qui chantent, des voisins qui papotent, où chacun vaque à ses petites affaires. Une matinée banale, jusqu'à ce que la banalité prenne un virage sanglant. Personne à Bilbao ne s'attendait à la terrible nouvelle qui allait bouleverser toute la ville. Barré, un ami proche de Barra, va recevoir son coup de fil et ce dernier a une demande assez étrange à lui faire. Salut Barré, j'espère que tu vas bien. Je t'en supplie d'aller chez moi tout de suite. Il faut que tu ailles donner à manger à mes filles parce qu'elles doivent avoir très faim actuellement. Barré essaie d'en savoir un peu plus, mais son ami insiste et lui demande d'y aller maintenant. Il sent que quelque chose cloche. Les filles n'ont jamais eu ce genre de soucis et leur mère s'est toujours très bien occupée d'elles. Compte tenu des tensions qu'il y a entre les parents, il se rend immédiatement à l'appartement et découvre une scène d'horreur. Jamais de sa vie, il n'a vu une chose d'une telle atrocité. Le corps de Maguette Meng est retrouvé gisant dans une mare de sang. Son corps porte les traces d'une violence inouïe. 83 blessures profondes, infligées à l'aide d'un objet contondant et tranchant. Le thorax, le cou, plusieurs zones sont touchées. Barry fixe 2 secondes le cou de Maguette et se rend compte qu'elle a été égorgée. Le sang est sur les murs, sur le sol, sur le lit, dans la chambre, jusque sur les meubles du salon. Comme si son agresseur
était animé par une rage indescriptible. Et pendant ce massacre, ces deux petites filles étaient là, juste à côté de leur mère. Elles ont assisté à la scène impuissantes. Que s'est-il réellement passé entre les quatre murs de cet appartement quelques heures plus tôt? Que révélera l'autopsie et qui a bien pu être à l'origine de ce massacre? Autant de questions qui tiennent toute la ville de Bilbao en haleine. Tandis que l'horreur de ce féminicide secoue toute la toile médiatique espagnole. Paris prévient immédiatement la police qui ne tarde pas à suspecter une seule personne, la même qui a demandé à ce qu'on vienne nourrir les petites filles. Les caméras de surveillance de la mairie de Bilbao ont permis de repérer Barra en train de jeter quelque chose dans une benne à ordures. Plus tard, ils y trouveront un couteau ensanglanté. Pour les enquêteurs, Barra est le principal suspect et il est sûrement en cavale actuellement. Il s'appuie sur l'appel passé depuis le téléphone de Barra vers celui de Barré pour tenter de le localiser. Les résultats le situent rapidement dans le nord de l'Espagne. Il sera finalement interpellé en quelques heures à Mutriku, une petite ville côtière nichée au bord de la mer, à environ 70 km de l'ouest de Bilbao. Baranjay est immédiatement transféré à Bilbao, où il est placé en garde à vue. Les autorités espagnoles ont rapidement ouvert une enquête pour homicide. Compte tenu de la gravité des faits, l'assassinat de son épouse, Maguette Mag, devant leurs deux enfants, qui sont restés à côté d'un corps sans vie et défiguré, et pendant au moins 7 heures. Lors de son interrogatoire, Baranjay a reconnu avoir tué sa femme, affirmant que l'incident était survenu lors d'une altercation entre eux. Il parle également de légitime défense. Maguette est celle qui en premier aurait tenté de l'agresser, comme en témoigne la blessure qu'il a sur le cou. Il sera alors inculpé pour le meurtre de son épouse. Le procès de Baranjay s'est tenu à l'audience provinciale de Biscaye, à Bilbao, débutant le 12 novembre 2021, soit plus de 3 ans après les faits survenus en septembre 2018. Le procès s'est ouvert par la sélection d'un jury populaire composé de 9 membres, 5 femmes et 4 hommes. Le procès s'est déroulé sous 8 sessions, incluant les interrogatoires de l'accusé, les témoignages des témoins et d'experts, ainsi que les plaidoiries finales des parties. Face aux enquêteurs, plusieurs années plus tôt, Barra avait fait des révélations. Lorsqu'il a été cueilli à Mutriku et gardé en vue, il avait déclaré face aux policiers « Vers 6 heures du matin, j'étais dans une pièce avec mes filles, quand tout à coup, ma femme s'est jetée sur moi avec un couteau. Elle voulait me tuer. Par réflexe, je me suis protégé et je l'ai poignardé avec le même couteau, puis je l'ai laissé là, par terre. » L'officier qui lui avait mis la main dessus a mentionné sur le rapport « Il ne nous a pas dit comment, ni combien de fois il l'avait poignardé, mais il nous faisait comprendre qu'il l'avait laissée là-bas, morte dans cet appartement. Quand on l'a mis dans la voiture, on a remarqué très vite ses blessures au cou qui étaient assez profondes et avec du sang séché autour des plaies. » Accusé du meurtre de la jeune Maguette, 25 ans au moment des faits, Barra répond « Si ma femme est morte, c'est de ma faute. Je suis coupable. Quand on dit qu'elle est morte de mes mains, c'est parce que c'est vraiment arrivé comme ça. Il n'y avait personne d'autre dans cette pièce, à part elle et moi. Je sais ce que j'ai fait, mais c'est difficile pour moi d'en parler. Si c'est arrivé, c'est parce que je n'allais pas bien, parce que c'est la mère de mes filles. Mais est-ce que cette version de légitime défense tient toujours la route face aux révélations du médecin légiste? Pas vraiment. Et le rapport est glaçant. Il a été appelé à la barre pour expliquer en détail ce que le corps de Maguette Mag révélait vraiment. Et ce qu'il va dire à la barre est vraiment très perturbant. D'abord, il explique que le 25 septembre 2018, il a procédé à l'autopsie du corps de Maguette. Ce qu'il découvre est effroyable. Au moins 25 coupures parallèles ont été infligées au niveau de son cou, avant que sa gorge ne soit carrément tranchée. Mais ce n'est pas tout. Le médecin décrit aussi des blessures sur le visage, les épaules, les bras et les mains. Ces marques, selon lui, montrent que Maguette a tenté de se défendre. Elle a probablement utilisé ses mains pour bloquer les coups de couteau. En tout, il estime que Barra a porté au moins 63 attaques avec une ou plusieurs armes blanches, lui infligeant 80 blessures au total, pendant que Maguette était encore en vie. Et la suite donne froid dans le dos. Il affirme que ce n'est pas une mort rapide. Il lui a fallu entre 1 et 2 minutes pour mourir après avoir été égorgé.
Autrement dit, Maguette a agonisé, a donc terriblement souffert avant de mourir. Il insiste également sur la nature de la blessure principale. La section au niveau de la gorge est encore plus complexe. Elle n'est pas le résultat d'un seul coup, mais de multiples petites plaies qui s'entrecroisent et suivent une trajectoire parallèle. Ces coups ont sectionné l'ensemble des voies respiratoires, l'œsophage, les veines jugulaires, l'artère carotide qui apporte le sang riche en oxygène au cerveau et une artère thyroïdienne majeure. La plaie est si profonde qu'elle atteint la colonne vertébrale. C'est une affection très grave et très brutale. Mais ce n'est pas tout. La police scientifique confirme elle aussi que la scène du crime a été particulièrement violente. Les agents révèlent 2 foyers d'action dans le salon. D'abord, Maguette et Bara sont debout certainement au début, puis, selon les empreintes de pas et les taches de sang, Bara s'allonge sur elle et continue à l'attaquer jusqu'à sa mort. Un élément clé va d'ailleurs venir confirmer cela, l'empreinte de la main de Bara, couverte de sang, retrouvée sur un radiateur tout près de l'endroit où le corps gisait par terre. Cela montre qu'il s'est appuyé contre le radiateur tout en poignardant sa femme qui était allongée sur le sol. La chemise de Maguette a été transpercée des dizaines et des dizaines de fois et toutes les blessures se trouvent sur le haut de son corps. Aucune trace de défense sérieuse du côté de l'agresseur, si ce n'est une blessure superficielle au cou que Bara présente comme une attaque de Maguette. Mais là aussi les experts sont sceptiques. La police l'avait amené à l'hôpital de Mandero pour soigner cette plaie. Mais selon le légiste, c'est probablement une blessure superficielle. Il dit même qu'il est fort possible que ce soit une blessure auto-infligée. La coupure est trop régulière, trop uniforme, rien à voir avec une bagarre aussi tragique dont il a été l'auteur. Enfin, Bara a une blessure sur une de ses mains. Là encore, le légiste est clair. Ces blessures se sont produites lorsqu'il a tenu le couteau pour attaquer sa partenaire. Toute cette horreur s'est produite devant 2 témoins. Les petites filles de Maguette ont assisté à toute la scène, du début à la fin. On va d'ailleurs passer au témoignage des psychologues qui ont suivi les 2 petites filles après le meurtre de leur mère. 2 spécialistes sont venus à la barre pour raconter ce qu'ils avaient observé. Et ce qu'ils ont décrit est absolument déchirant. Lors de l'audience, une vidéo a été projetée. Elle montre une séance réalisée 1 mois après le drame avec la fille aînée de Maguette qui n'avait alors que 4 ans. La psychologue essaie doucement de revenir sur ce qu'elle a vu ce soir-là, mais l'enfant détourne le regard, répond à côté ou change de sujet. Puis à un moment, le thérapeute lui demande ce qui s'est passé cette nuit-là et la petite répond « Ma mère est morte. Elle s'est coupée avec un couteau. » Quand il lui demande où elle était à ce moment-là, « Dans ma petite maison. Elle va me couper aussi. » Et puis encore, elle ne se réveille pas. Je lui dis « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. » Mais elle ne se réveille pas. Tout ça, elle le dit en dessinant, en chantonnant ou en parlant de dessins animés. Elle passe du coq à l'âne, mais ce qu'elle dit est glaçant. Elle ajoute même « J'ai dessiné maman. Elle est très mal. Elle dort déjà parce qu'elle est très malade. Elle a une tache rouge ici. Et elle est allongée, la tête qui part vers le haut. Elle a mis une couverture sur elle. » Interrogée ensuite sur son père, elle montre un comportement contradictoire. Elle dit des choses positives quand il s'agit de lui. « Je vais faire un dessin pour papa. Je vais donner ça à papa. » Mais quand elle parle de sa mère, le ton est tout de suite différent. Maman est triste. Maman pleure. Maman s'est blessée. Maman est tombée par terre. Et papa l'a poussée. Dans la salle à ce moment précis, l'émotion est insoutenable. Un des frères de Maguette qui réside à Paris a fait le déplacement pour assister au procès. Il s'effondre sur place. Il se lève et crie sur Bara, fou de rage. « Tu es un monstre et un menteur !» Puis quitte la salle avant de revenir visiblement un peu plus calme. Quant à Bara Ndiaye, lui il garde la tête baissée pendant toute la diffusion et il ne lèvera jamais les yeux. À la suite de cette vidéo, les psychologues témoignent à leur tour. Leurs mots sont très clairs. Les 2 fillettes souffrent d'un stress post-traumatique sévère. Elles ont du mal à manger et à dormir. Elles font des cauchemars. Elles sont parfois distantes et très souvent très tristes. Elles ont été témoins de scènes de violence à répétition. Chez la plus grande, on parle même d'un rictus dépressif, une expression faciale qui est figée
qui traduit une souffrance émotionnelle intense. Associée à un mutisme, elle est capable de parler, mais préfère rester silencieuse. Selon les psychologues, leur cerveau a mis en place des mécanismes de défense, des sortes de déconnexion mentale pour échapper à ce qu'elles ont vu. Mais les spécialistes sont catégoriques. Les séquelles risquent d'être durables, profondes et peut-être irréversibles. Une série de questions lui sera posée afin de comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Monsieur Ndiaye, est-ce que Maguette a pu se défendre? Parce que si c'est vrai qu'elle vous a attaqué et que vous vous êtes simplement défendu, elle serait en vie actuellement. Et pourquoi vous ne partez pas quand elle entre dans la pièce avec un couteau? Pourquoi vous continuez à vous disputer avec elle? Si j'avais eu cette idée de partir, je pense que je serais parti. Mais je n'ai pas réfléchi. Comment expliquez-vous que Maguette ait eu 83 blessures et qu'elle ait eu la gorge tranchée alors que vous cherchiez qu'à vous défendre? Je peux vous l'assurer. Je ne saurais vous l'expliquer. Quand j'étais en train de lui faire ça, je m'en rendais même pas compte. Vous ne savez pas pourquoi ça s'est passé, mais pourquoi vous n'avez même pas pensé à appeler l'ambulance ou la police? Je vous répète la même chose, c'est la première fois que je voyais ça. Ce n'est pas pareil quand on n'est pas habitué à faire ces choses-là, ou à les voir tous les jours. Mais vous êtes sous le choc au point où vous ne pensez même pas à appeler les secours. Pour la mère de vos propres enfants. Je ne savais pas quoi faire. Quand une chose pareille vous arrive, vous arrêtez de réfléchir. Aucun témoignage n'ira vers le sens de Bara. C'était un mari violent. Il avait l'habitude de maltraiter sa femme. Il lui faisait subir des menaces et de l'harcèlement depuis des mois. L'enregistrement d'une séance avec la fille aînée du couple, âgée de 7 ans au moment du procès, avec son psychologue a été projeté. Les filles sont les témoins de la scène. Alors, leur témoignage peut faire avancer l'enquête. Quand l'assistante lui demande où est sa mère, elle répond « Mon père a égorgé ma mère avec un couteau », faisant un geste du doigt pour décrire la façon dont sa mère a été tuée. « Je n'ai jamais rien vu de tel en 15 ans d'expérience », a déclaré son éducatrice. Au dernier jour du procès, Bara s'adresse à tous les proches de Maguette avec les yeux noyés de larmes. « Je veux demander pardon à ma femme, Maguette Mangenjai. Je veux lui demander pardon, s'il vous plaît. Je veux demander pardon à mes 2 filles. Je vous demande pardon. Je veux aussi demander pardon à Amadou Maguette Ndiaye, le frère de Maguette qui est dans la salle. Je veux lui demander pardon, s'il vous plaît. Je veux aussi demander pardon à la mère de Maguette Mangenjai, à tous ses frères, à toutes ses sœurs, à toute sa famille. Je veux demander pardon à toute ma famille, à tout le monde. Je veux demander pardon à tout le monde. Je veux demander pardon à tout le monde. » À l'issue de ces aveux, le ministère public requiert une peine de 40 ans de prison contre Bara Ndiaye. Mais l'avocat de la défense plaide que son client doit être jugé uniquement sur ce qu'il reconnaît et non sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Bara a reconnu ses torts, Bara a admis qu'il est allé trop loin et Bara s'en est excusé sincèrement. Le tribunal provincial de Biscaye l'a condamné à 37 ans et 2 mois de prison, répartis comme suite. 25 ans pour le meurtre de Maguette Mangenjai, 2 ans et 6 mois pour abandon d'enfant, 1 an et 8 mois pour mauvais traitement habituel, et 8 ans pour atteinte mentale à des mineurs. Il est également condamné à verser une indemnité de 390 000 € à chacune de ses filles, et 110 000 € au frère de la victime, qui va devoir s'occuper désormais des enfants. À la sortie, Amadou a déclaré ceci. Très difficile, très dur. Même ça se voit sur nos visages et tout. Je trouve que c'est pas sincère, parce que c'est ça qu'il devait faire depuis le début. Même avant qu'il fasse au crime, on était là tout le temps pour faire la médiation. Donc je trouve que c'est pas sincère. Son pardon ne lui semble pas être sincère et il le perçoit comme une simple stratégie de défense. Un discours pour tenter d'alléger sa peine. En octobre 2022, Bara Ndiaye fait appel de la décision. Selon ses avocats, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir que les enfants avaient subi un traumatisme direct au moment des faits. La Cour suprême espagnole examinera les arguments de la défense et finira par reconnaître, je cite, « un vice dans la qualification des dommages psychologiques ». Résultat, la peine de Bara Ndiaye est réduite de 37 à 29 ans de prison. 29 ans de prison
Pour des faits aussi graves, je trouve ça abusé. Mais dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si cette affaire a profondément marqué le Sénégal, c'est en Espagne qu'elle a eu le plus fort retentissement. Décrit comme l'un des pires féminicides qu'ait connu le pays, ce drame a bouleversé l'opinion publique. Les Espagnols se sont massivement joints à la communauté sénégalaise pour dénoncer cet acte atroce. Combien de femmes et de filles endurent la violence en silence, sans oser partir par peur des représailles? Beaucoup trop, dira quelqu'un dans la foule. Une femme présente ce jour-là insistera sur la détresse des enfants. Il suffit de regarder les filles dans les yeux pour comprendre à quel point elles souffrent. Une autre interviendra. Nous avons très mal. C'était une pauvre fille sans défense. Ça ne devrait pas lui arriver. Je voudrais aussi parler de la justice. Elle doit être plus réactive quand il s'agit de violences conjugales ou de séparation. Si la demande d'éloignement que Maguette avait déposée contre son mari avait été prise au sérieux, elle serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Un rassemblement en hommage à Maguette avait eu lieu à la mairie de la ville, un lieu symbolique. Des représentants politiques étaient présents, eux aussi venus exprimer leur solidarité et rappeler que ce drame ne devait jamais se répéter. Et c'est ainsi tristement que se termine l'histoire de Maguette Mag, arrachée brutalement à la vie qu'elle tentait de reconstruire. Et où a commencé le calvaire de deux fillettes innocentes qui ont vu l'horreur de leurs propres yeux et qui devront désormais apprendre à grandir sans repère, avec des cicatrices que personne ne devrait porter à leur âge. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as regardée depuis ton téléviseur, prends juste 2 petites secondes pour aller t'abonner depuis ton téléphone, ce sera super sympa. Like, commente, prends soin de toi, fais attention à toi et à très vite sur la chaîne.